Pouvez-vous nous résumer votre parcours et pourquoi avoir choisi le monde grec? Résumer mon parcours, c'est un parcours très classique. Après le lycée, où j'avais déjà découvert l'existence de l'école du Louvre et mon intérêt pour l'histoire de l'art, je n'ai pas eu le droit d'aller à l'école du Louvre directement. On m'a demandé de faire une classe préparatoire, on m'a fait un peu râler, mais bon, pour faire mes gammes, apprendre à travailler, etc. etc. Donc j'ai fait ça en hippocane classique, et j'avoue que j'ai pas regretté parce que d'abord c'était pas stressant dans le sens où je voulais pas spécialement préparer Ulm, donc j'avais pas d'enjeu, pas de pression. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et d'arriver très à l'aise à l'école du Louvre. Donc j'ai commencé par une classe préparatoire à l'époque où c'était pas vraiment nécessaire de préparer l'école du Louvre. Et puis ensuite j'ai fait l'école du Louvre. J'ai tout de suite choisi la spécialité de l'archéologie grecque sans aucune hésitation, parce que justement j'avais vérifié mon goût pour l'histoire grecque en classe préparatoire. Et je m'y intéressais de toute manière avant et depuis fort longtemps. Alors après, comme toujours à l'école du Louvre, ça ne m'a pas empêché de butiner un peu pour être sûr que je n'avais pas envie de faire autre chose ou autre chose en plus. Et bizarrement, après avoir passé un peu de temps dans le cours de peinture de l'école étrangère, qui me plaisait bien, j'ai quand même préféré le cours d'art contemporain, ça va vous étonner, mais parce que je me disais, quand on est antiquisant, on est quand même plongé dans un monde très loin du nôtre. Et j'avais l'impression qu'en me plongeant comme ça avec un tel ravissement dans ces questions d'attribution à des maîtres, etc., du 5e siècle avant Jésus-Christ, j'étais parfois un peu hors sol. Et donc l'art d'ici et maintenant, pour employer une expression un peu galvaudée parfois, ça me paraissait assez salvateur. Donc j'ai fait ça, j'ai fait archéo-grec et art contemporain, l'art du tout et l'art du rien. Et j'ai appris justement que l'art contemporain c'était pas rien, justement. J'ai tout oublié. Mais quand je vais dans un musée d'art contemporain ou dans une galerie, ça me permet d'avoir une forme d'habitude, de familiarité ou d'aisance. Et ça m'aide encore aujourd'hui dans mon travail, parce que parmi mes collègues, je suis de ceux qui s'intéressent à faire parler l'art ancien et l'art contemporain. Du coup, ça me permet de mettre en œuvre parfois des collaborations avec des artistes contemporains avec peut-être un peu plus d'aisance. Je ne suis pas du tout le seul à le faire, hein, mais c'est sûrement plus facile pour moi. Et alors après ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé à l'université, que j'avais fréquenté épisodiquement comme ça pour voir, mais surtout pour faire mon Master 2. J'ai fait un petit tour à Sciences Po aussi. Et puis après, j'ai dû faire mon service militaire parce qu'à l'époque, ça existait encore. Et je m'étais pas fait, alors là je vous raconte ma vie, hein, c'est moi qui disais que... Et je me suis pas fait dispenser comme ça arrivait souvent, parce qu'on me disait mais pour passer les concours de la fonction publique c'est très dangereux. Si vous êtes dispensé pour folie légère, ce qu'on appelait P4 à l'époque, c'est très dommageable pour les concours. C'est complètement faux en fait, mais ça c'est maintenant que je le sais. Donc j'ai fait mon service militaire très tard, au musée de l'armée, et c'était pas mal du tout parce que ça m'a servi de stage de 10 mois. Enfin, j'ai fait un mois de classe dans une caserne à ramper, faire des pompes sous la pluie, démonter, remonter un FAMAS en 30 secondes et parler en disant c'est carré, voilà, ça je l'ai fait. Et ensuite, je suis allé au musée de l'armée, au département de l'artillerie et des emblèmes, qui était certainement un des moins beaux-arts de tous, parce que c'est une bouche à feu quand même. Mais le canon d'apparat Louis XIV, c'est quand même autre chose. Et donc je sais parler des canons d'apparat Louis XIV. Bon, et non, c'était très intéressant sur le plan de la conservation, de la restauration. Et on nous demandait de présenter les collections au chef d'état-major, au ministre de la Défense des pays invités par la France. Donc ça m'a donné aussi l'habitude de parler devant les œuvres et de s'adapter, et de présenter aussi bien le Dôme des Invalides que des coulevrines médiévales et des bouches à feu diverses et variées, voire des emblèmes, autrement dit des drapeaux en soie d'apparat, etc. Bon, c'était pas si mal cette histoire, et j'ai eu une chance folle. Quand j'ai fini mon service militaire, j'ai reçu un coup de téléphone du Louvre. On m'a dit est-ce que vous voulez nous aider à à participer à l'installation de ce qui est aujourd'hui la galerie préclassique, donc la galerie d'art cycladique, etc.
évidemment que j'ai dit oui. Et donc je suis arrivé au Louvre pour un contrat de 3 mois. Alors, j'étais tout émerveillé et certainement très intimidé. Et donc j'ai fait ça. Et en même temps, je commençais ma thèse. Voilà. Et puis j'ai eu un autre contrat. Et je travaillais notamment avec et pour Alain Pasquet qui dirigeait le département, donc sur le domaine de la sculpture. Et puis ensuite avec Jean-Luc Martinez aussi. Et puis j'ai passé le concours d'ingénieur d'études, qui est un concours qui arrive sporadiquement, comme ça, de temps en temps. Qui est plutôt alors c'est très varié. Il y a des ingénieurs d'études qui font que de la recherche. Il y en a qui font de la recherche au sens technique du terme, c'est-à-dire vraiment les gros logiciels, les grosses bases de données. Dans le sud de la France, il y a des ingénieurs d'études qui ne s'occupent que de relevés de cartes d'archéologie sous-marine. Beaucoup d'ingénieurs d'études en fait dans les services d'archéologie des DRAC, des directions des affaires culturelles régionales. Bon, en fait, c'est le lieu qui fait le poste dans ce corps de la fonction publique. Et ma chance, c'est que je pouvais l'exercer ici. Je sais pas si pour être franc, je ne sais pas si j'aurais voulu être ingénieur d'études à tout prix, partout, et dans n'importe quel cadre. Mais là, ça allait très bien. En tout cas, ça me convenait très bien, parce que donc, j'ai eu ce concours, et j'ai pu continuer à travailler sur la sculpture grecque, là, et notamment, donc, c'était d'études, et beaucoup de l'histoire des restaurations et de l'instruction des dossiers de restauration sous la responsabilité des conservateurs qui s'occupaient de la collection à cette époque-là, c'est-à-dire Alain Pasquet et Jean-Luc Martinez. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, je crois, tout en commençant à enseigner à l'école du Louvre en 97. Alors, à l'école du Louvre, cursus honorum, chargé de TDO, chargé de travaux pratiques de spécialité, professeur de cours de synthèse, professeur de cours professeur d'histoire générale de l'art, professeur de cours de technique en même temps, et puis professeur de cours organique. Alors, ça dépend vraiment des disciplines, mais alors en archéologie grecque, alors, le cours organique, Alain Pasquier l'avait fait pendant 30 ans. Enfin, en gros, c'est pour un académicien, quoi. Donc j'étais très ému, bizarrement, alors que j'avais fait des cours d'AGA, des tas de choses. La première fois que j'ai fait le cours organique, j'avoue que ça m'a fait quelque chose. J'étais un peu intimidé, alors que je faisais cours depuis des années. Bon. Ceci dit, c'est pas un cours facile à faire parce que c'est un cours où vous parlez à des étudiants de première à troisième année et à des auditeurs. En cours de synthèse, on le fait. Il y a déjà cette balance à trouver pour que les premiers ne soient pas perdus et les derniers ne s'ennuient pas. Mais pour le cours organique, il y a aussi la balance avec les auditeurs. Et c'est pour moi assez difficile parce que je fais mes cours de façon un peu empathique et les auditeurs sont au premier rang. Donc je ne vois que les auditeurs et au bout d'un moment je fais une conférence pour auditeurs, si je me laisse aller. Donc pour moi c'est beaucoup plus difficile de faire. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais parce que l'enseignement fait partie du métier. Moi j'ai tendance, il faut que je fasse attention à ce point-là, et c'est beaucoup plus facile pour moi de faire un cours d'histoire générale de l'art ou un cours de synthèse. Mais justement ça fait partie du métier. Et donc à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans ma carrière et de candidater pour être conservateur. Comme j'avais déjà une carrière assez longue, dans ces cas-là, on le fait en interne. Et j'ai eu la bonne fortune de pouvoir passer le cap de la commission d'évaluation scientifique et un grand oral devant une vingtaine de conservateurs qui ça, plus un gros dossier, etc. Donc c'est pas en principe. Enfin, il y a différentes manières de mener sa carrière, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos études et puis passer le concours qui vous plaît. Bon. D'ailleurs, généralement, on passe plusieurs concours. Bon, alors, et puis on voit ce qu'on a. Moi, j'ai fait un peu ça sur le tas finalement, mais parce que j'ai eu la chance de rentrer au Louvre tout de suite. C'était un peu une surprise. Après, j'étais un peu pris là-dedans. Parce que je ne m'attendais pas à ce que mon premier emploi en sortant du service militaire, en venant de finir mon M2, ce soit le Louvre, quoi. Donc j'ai fait ça progressivement et donc je suis passé d'un concours à l'autre finalement, et dans ces cas-là les derniers sont plutôt des concours à l'expérience, bien sûr. Mais alors du coup c'est bizarre parce que vous allez, et c'est normal, à l'INP,
Et vous vous retrouvez à faire votre formation de conservateur, alors que vous travaillez dans un musée depuis longtemps, donc il y a des aspects que vous connaissez déjà, d'autres que vous découvrez un peu quand même. C'était pas inintéressant. Et donc du coup je suis conservateur en charge de la sculpture grecque depuis 5 ans, après avoir travaillé sur cette collection sous la responsabilité de mes pairs déjà cités pendant une dizaine d'années, quinzaine d'années, enfin en gros ça fait 22 ans que je suis là. D'accord. Et c'est ça mon parcours. Du coup, une question maintenant un peu plus technique sur le métier de conservateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement vos différentes missions au quotidien, en quoi consiste le travail d'un conservateur, et plus particulièrement dans votre cas au musée du Louvre, puisque je sais qu'en fonction des musées, c'est pas vraiment la même chose. Alors, au musée du Louvre, c'est très varié. Effectivement, d'un musée à l'autre, ça change. Dans un musée de région, comme on dit, quand vous êtes en territo, comme on dit aussi, il peut y avoir qu'un conservateur pour tout le musée, vous faites tout. Y compris les ressources humaines, vous gérez votre équipe, etc. Ici, nous avons une multitude de services juridiques, financiers, ressources humaines, production culturelle, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut déléguer ou que d'autres font d'ailleurs parce que c'est leur métier mieux que nous. Mais généralement, on travaille quand même avec eux parce qu'ils font une partie du métier mieux que nous, mais ils le font sur un contenu dont nous sommes quand même les garants. Et paf, un bon exemple de corporatisme. Mais c'est pas faux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au milieu d'un tas de choses. Donc ici, on s'occupe d'un tas de choses. Mais la première chose à faire, c'est comme dans tous les musées, un conservateur du patrimoine a pour tâche de recevoir la charge d'une collection et de la conserver de manière à ce qu'il la restitue à la fin de son mandat, quelle qu'en soit la longueur, dans le même état et évidemment, si possible, en meilleur état. Autrement dit, conservation préventive, faire en sorte que les œuvres ne se dégradent pas, en restaurer, améliorer la qualité de conservation et éventuellement de présentation. Exemple, Palace de Velletri, il n'est pas en danger, hein. Mais on l'a regardé mal. Présentation des œuvres. Donc ça, s'il y avait une seule chose à faire, notre ADN, c'est de protéger les collections. Moi, mes cauchemars la nuit, c'est que le Louvre brûle et que je cours pour venir et sortir les œuvres. Et ça m'arrive, vraiment, de faire ce genre de cauchemar. C'est ça. Le reste, c'est en plus. Donc en plus, c'est étudier les collections, c'est ce que tout le monde doit vous répondre, parce que comme vous le savez très bien, pour avoir fait de l'histoire de l'art ces dernières années, la science n'est pas fichée. On ne sait pas tout sur la Vénus de Milo, on ne sait pas tout sur la tête Kaufmann, on ne sait pas tout sur la Palace de Velletri. Donc il faut sans arrêt remettre nos connaissances à jour, parce qu'il y a eu un nouvel article, une nouvelle découverte de terrain qui change la donne, un colloque où les gens se sont disputés différemment autour du même sujet. Donc ça veut dire qu'il faut être au courant du terrain, pour ma discipline, puisque c'est une discipline d'archéologie, des colloques, des publications, y participer à cette recherche, faire en sorte que les connaissances sur la collection soient à jour. Et là-dessus, on travaille avec les documentalistes, les chargés d'études documentaires, qui peuvent beaucoup aider dans ce domaine-là, parce qu'ils font une veille documentaire, parce qu'ils dépouillent des ouvrages, on a un échange. Donc là, je trouve que c'est un travail qui se fait beaucoup avec la doc, comme on dit. Et puis à charge pour le conservateur de publier régulièrement des articles pour faire connaître les avancées de la recherche sur la collection dont il a la charge, de participer à des expos temporaires, là aussi en faisant des notices pour la même raison, de participer à des colloques, voilà. Et d'associer ses collègues. Dans un catalogue, on peut aussi faire travailler les chargés d'études documentaires qui nous ont aidé à faire une recherche. Enfin, il ne faut pas non plus tout signer soi-même. Voilà. Donc ça, c'est la recherche sur les collections, et c'est un des aspects les plus intéressants. Donc, je dirais conservation, restauration, ça va de pair. Étude des collections, et là aussi ça va de pair, parce que la restauration peut alimenter l'étude des collections. Vous l'avez vu tout à l'heure à propos du bras de la Palace de Velletri. Là où ça marche bien, c'est quand justement on arrive à, sans se disperser et sans se tromper d'objectif, à faire un peu marcher tout ça ensemble. Je conserve, je restaure, j'étudie, je lis ailleurs, et à un moment donné, il sort une statue conservée, préservée, éventuellement mise en valeur, plus présentable, plus belle, mieux connue, mieux étudiée, et pourquoi pas, ça se diffuse parce qu'on fait l'article, l'expo dossier, le documentaire qui va avec. Donc l'autre part, évidemment, c'est la diffusion, mais on doit tous vous répondre à la même chose, hein, conservation,
restauration, études, diffusion de la connaissance. Donc là, c'est les publications pour le public savant, mais ça va avec l'étude scientifique, etc. Mais c'est la médiation, et là on travaille avec d'autres services, mais c'est les cartels, et on travaille avec le service des cartels, et c'est nous qui les écrivons. Les panneaux de salle, pareil. Et alors on travaille avec le graphiste du service en question, le médiateur ou la médiatrice, il y a un échange. Mais disons que c'est nous qui écrivons le texte et c'est nous qui le validons à la fin. Donc il faut bien à un moment donné choisir et trancher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et les expos temporaires, à mon sens, c'est une façon de diffuser la connaissance. Alors généralement, on n'improvise pas une expo. On voit bien qu'il y a un sujet intéressant ou un sujet qui nous plaît, qui peut intéresser le public, mais qui peut être aussi... Alors il y a toujours un équilibre à trouver, ça peut être quelque chose qui découle d'une recherche très pointue chez nous. Mais alors le problème c'est est-ce que ça va rejoindre l'intérêt du public? Ça peut être quelque chose qui intéresse le public, mais est-ce que ça découle quand même d'un intérêt chez nous? Donc, bon. Il faut trouver un peu la médiane, juste milieu. Et puis il faut généralement, vous le savez bien, vous aussi Nicolas je pense, mais pour avoir travaillé avec mon excellent collègue et ami Vincent Deluvin, ça prend du temps de faire une expo. Et là on retrouve tout. On restaure, on étudie, on passe par le labo, enfin en restaurant on étudie aussi, on fait d'énormes recherches bibliographiques, une partie de l'équipe se mobilise pour vous aider là-dessus d'ailleurs. Et l'expo, c'est de la médiation et de la diffusion de la connaissance parce qu'évidemment on fait venir un public, enfin un public vient et puis c'est un partage. Mais c'est aussi la confluence de toutes ces tâches précédemment citées. Je trouve que l'expo, ça ne résume pas toutes les tâches du conservateur, mais c'est quand même une jolie synthèse de pas mal de nos missions. Moi, par exemple, je déteste fouiller avec mes mains. Je trouve ça salissant. Voilà, donc moi, sur le terrain, j'y vais. Là, je me bats pour aller en mission malgré les restrictions, etc. Mais je fais ça très Agatha Christie. Moi, je suis assis... sous un auvent, j'ai presque un chapeau, on me sert le thé, des gâteaux, c'est meurtre sur le Nil, sans meurtre. Et j'étudie le matériel, mais non, mais blague à part, parce que je sais étudier le matériel, je suis pas très versé en fouille et j'ai pas le goût de ça. J'en ai fait parce que ça serait catastrophique pour moi de ne pas savoir fouiller étant donné ma discipline. Bon. En revanche, j'aime bien aller dans les ateliers. Je peux discuter métallerie, montage pendant des heures. Les pattes, les trous, comment on va accrocher que ça, bon, ça m'intéresse. Ça dépend des profils. En fait, je pense que vous n'en êtes pas à votre première interview de conservateur. Les profils, enfin, les fonctions fondamentales du métier sont les mêmes. Les profils changent. C'est lié à la discipline. Les peintures et nous, c'est pas pareil. On fait pas les choses exactement dans le même ordre. Mais c'est aussi une question de tempérament. Il y a des conservateurs qui sont très chercheurs, qui n'écrivent que des articles fondamentaux. Respect. Hein. Je ne suis pas de ceux-là. J'en écris quelques-uns, parce que je pense que c'est important à un moment donné de se focaliser, d'aller jusqu'au bout d'une recherche. Je m'en voudrais de ne pas le faire. Et j'aime ça parfois, mais je ne suis pas de ceux qui peuvent... Je ne peux pas faire ça tout le temps, moi, ça m'étouffe. Il y en a qui sont très médiateurs, et qui font que ça, enfin qui font beaucoup ça. Et il y en a qui font un peu des deux. Voilà. Et pareil pour l'aspect matériel du métier. Il y a des gens, moi je vais voir le restaurateur au début de la restauration, 3 fois pendant la restauration, à la fin de la restauration, pour discuter, pour apprendre des choses. Il y a des gens qui vont voir une fois au début, une fois à la fin. Et ils envoient quelqu'un d'autre pour border, ou on les appelle s'il y a un problème. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas leur métier sérieusement, mais qui suivent moins les restaurations. En revanche, qui sont dans tous les colloques hyper pointus. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, mais on peut tous organiser différemment ces aspects-là de nos métiers. Et ça change avec le temps d'ailleurs. Par exemple, moi pendant des années, j'étais fasciné par la restauration. Et j'apprenais énormément de choses sur les œuvres pendant la restauration. Le plus grand bonheur pour moi, ça a été de suivre la restauration de l'acteur de Samothrace, même si c'était un enjeu considérable. Il y avait 10 restaurateurs, il y avait une équipe de 5 ou 6 chercheurs du C2RMF, plus un architecte du CNRS pour dessiner les blocs. Enfin, en gros, par délégation avec Jean-Luc Martinez, mais qui était occupé à d'autres choses, j'avais 30 personnes en face et il fallait qu'en un an, un des 3 chefs-d'œuvre du musée soit restauré, bien restauré, que ce soit
informatif, efficace, concluant, etc. Donc c'est arrivé que j'en dorme pas, hein. Mais j'ai appris énormément de choses, et puis je suis allé à Samothrace, bon, voilà. Mais ça a été un peu l'apogée de cet aspect-là de mon travail. Et je ne dis pas que maintenant je m'intéresse moins en restauration, la preuve, la Palace de Velletri, là je suis retourné, voilà. Mais en ce moment je m'intéresse un peu moins à ça, et je m'intéresse davantage aux publications de fond. Donc là, par exemple, je me concentre sur mon catalogue raisonné. Voilà, ça fait 10 ans que j'y travaille, mais jusqu'à maintenant c'était à bas régime. Mais là, il y a un moment donné, il faut rendre, quoi. Donc en ce moment, la précision d'un catalogue raisonné, ça m'intéresse jusqu'au bout. Et du coup, ça me donne envie de faire plus d'articles fondamentaux. Je vous dis ça parce que c'est important de voir qu'il y a différents types de conservateurs et qu'on n'est pas le même type de conservateur toute sa vie. Pardon, mais je vous laisse, il y a plein d'autres questions. En fait, vous avez devancé la question suivante, qui est quels sont actuellement vos projets? Donc, une publication, une exposition, une restauration. Donc, projet à court terme, publier le catalogue de la sculpture grecque, tome 3 à l'époque impériale, suite et fin, l'art grec après l'art grec. Celui dont tout le monde se fout. Mais dedans, il y a des choses merveilleuses, qui sont parfois dans les salles romaines. Le portrait d'Hérode Atticus, c'est un des plus beaux portraits de la collection, par exemple. Les bases de colonnes de Didyme, elles datent de l'époque impériale, du temps de l'Apollon à Didyme, c'est magnifique. C'est la fine fleur des ateliers d'Aphrodisias, c'est l'époque impériale. La tête Kaufmann, c'est peut-être l'époque impériale. Voilà. Donc ça me préoccupe en ce moment. J'aimerais aussi revenir sur certains points de la victoire de Samothrace que j'ai étudié pendant une restauration qui a maintenant quelques années. Là, on va sortir un article avec mes collègues américains dans l'American Journal of Archaeology, un article polémique, justement, parce qu'il y a un débat. Donc il y a quelqu'un qui a écrit sur la victoire de Samothrace tout le contraire de ce qu'on pense et ce qu'on dit généralement. Je vous l'enverrai si vous voulez. Faire d'autres articles là-dessus. Je suis en négociation pour une expo aux Antipodes, qui est une expo transversale pour parler de la manière dont, justement, en restaurant les œuvres ou en les passant au labo, on les comprend mieux, évidemment. Vous le savez parce que vous avez fait l'école du Louvre. Donc vous voyez très bien ça. Voilà. Comment est-ce qu'on fait parler les œuvres et comment est-ce qu'on revient sur un certain nombre de lieux communs ou d'idées reçues. Expo transversale, donc peinture, sculpture, etc. Donc je suis allé voir 25 de mes collègues, j'en ai eu plus. J'ai bien dû en voir 30-35. Et puis après, il y a ceux qui sont partants, pas partants, ce qui est normal. Et donc l'idée, c'est de présenter les collections du Louvre par ce spectre-là. Comment est-ce qu'on connaît mieux la technique de fabrication d'une œuvre qu'on sous-estimait ou qu'on méconnaissait? Comment est-ce qu'on peut évoluer si une œuvre était homogène ou hétérogène, c'est-à-dire reprise, remaniée, complétée, restaurée, pas restaurée? Est-ce que le remaniement a un intérêt historique lui-même? Grand 2. Et grand 3, les questions d'attribution par l'analyse, etc., à un artiste, à un atelier, etc. Maintenant, c'est une question un peu plus pour notre public étudiant. Si vous aviez des conseils à donner pour des gens qui se dirigent vers le métier de conservateur, quels seraient-ils? Travailler. Ah. Non, mais c'est le plus évident, non, mais et c'est une plaisanterie parce que c'est ce que tout le monde répond. Bien sûr qu'il faut travailler. Moi, je pense que il faut garder une forme d'équilibre dans sa formation et dans sa préparation entre un travail considérable en termes d'accumulation de connaissances par la bibliographie, etc. Et par la bibliographie, mais je le dis de toute manière aux étudiants de l'école du Louvre, avant même de leur parler de concours. Aujourd'hui, on a tendance à trop pratiquer l'information de seconde main. Les synthèses en ligne, je cite personne, tout le monde voit très bien. C'est mauvais parce que d'abord elles ne sont pas toujours bonnes. Je ne vais pas caricaturer en disant qu'elles sont toujours mauvaises, mais elles ne sont pas toujours bonnes. Et je ne vous parle pas alors des cours tapés en ligne sur les blogs, etc., généralement par des élèves relativement médiocres. Sincèrement, je verrai les notes des étudiants, je les ferai reprendre. Quand je pense que c'est ça qui se diffuse, il vaut mieux prendre ses notes soi-même que prendre les notes de celui qui s'est tapé à peu près 12 toute l'année, non? Bon, alors, et encore 12, je suis généreux. Bon, je ferme cette parenthèse un peu pugnace.
Non mais voilà, ces synthèses ne sont pas toujours très bonnes. Donc il faut repartir de la biblio, parce que c'est comme ça qu'on se fait sa propre idée de la discipline, de l'information. Donc repartir des textes les plus fondamentaux de l'histoire de l'art dans sa discipline, quelle qu'elle soit, les plus récents, comme aussi des vieux classiques, quoi. Moi, à un moment donné, je me suis retapé Furtwängler, 1890. Oui, mais sauf que parler de Furtwängler à longueur de temps, comme j'aurais pu le faire tout à l'heure, j'ai fait attention à pas... Il fallait que ce soit accessible pour un public assez large, donc je nous ai dispensé de Winkelmann et de Furtwängler. Bon. Mais c'est ce que j'aurais fait si j'étais allé au bout de l'analyse, de l'historiographie, de la copie critique. Mais à un moment donné, il faut lire Winkelmann. Pas tout Winkelmann, mais il faut en avoir lu un chapitre ou deux pour se rendre compte, plutôt que de parler de Winkelmann comme ça. Il faut avoir lu Furtwängler, il faut avoir lu Panofsky, et puis dans son propre domaine, voilà. Il faut partir pour répondre plus directement à votre question, il faut lire, mais il ne faut pas lire n'importe quoi. Enfin, il faut revenir. Je vois que les gens, on se désquame de la bibliographie. Parfois, j'ai dit aux étudiants, mais vous avez lu les 3 articles fondamentaux sur, je vous dis n'importe quoi, les reliefs d'Athénaïké, vous voyez, le parapet d'Athénaïké, c'est très beau. Ah non, j'ai lu, en spé, hein. J'ai lu la fiche du manuel, et puis j'ai trouvé un blog qui... Enfin, j'ai dit, non, mais on vous donne l'article, il faut bien comprendre comment tout ça est débattu dans la discipline, et puis après vous verrez les synthèses, et surtout faites votre synthèse vous-même, parce que c'est en faisant sa synthèse soi-même sur ces articles qu'on se forge son propre esprit critique, et qu'on se forge sa propre pensée. Donc moi quand je dis il faut revenir aux textes fondamentaux, c'est pas pour être servile, c'est parce que moi je trouve au contraire qu'on est passif en lisant des textes de seconde main et des synthèses, parce que c'est du tout fait. Quand on part d'un texte fondamental, il est certainement un peu moins accessible, un peu plus difficile, mais du coup on est obligé de faire sa synthèse. Autrement dit, c'est pas revenir à la biblio et au texte pour être livresque, tout au contraire, c'est pour être actif. Et pas prendre la première synthèse généralement médiocre, pour pas dire fausse, mais parfois non correcte, hein, mais qui est une pensée toute faite. Voilà. Donc ça c'est une chose, ça c'est un pôle, et l'autre c'est les œuvres. Et à l'école du Louvre, évidemment, les étudiants sont très bien placés pour le savoir. Donc cette fréquentation quasi hypnotique, au bout d'un moment, des œuvres, parce qu'on les regarde, on se fait l'œil, et ça c'est un plus fou à l'école du Louvre qu'il faut entretenir quand on passe les concours. Et quand on veut faire le métier de conservateur. Parce que même s'il y a différents genres de conservateurs, même s'il y a différents types de conservateurs, en principe, comme on dit entre nous, quelqu'un du métier, c'est quelqu'un qui a un rapport évident, instinctif, naturel, quotidien aux œuvres, qui nage dedans. Donc autant apprendre à nager tout. Et pour terminer, la traditionnelle question coup de fil, qu'on oublie une fois sur deux. Pouvez-vous nous citer votre œuvre favorite, donc tout médium, toute période confondue, et ou votre artiste favori? Alors mon œuvre favorite, ça va être super difficile et compliqué. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et certainement pas parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, parce que je l'ai publié à la suite de beaucoup d'autres, et dans des travaux communs d'ailleurs, quand j'ai participé à des publications, mais parce que je l'aimais déjà beaucoup avant. Et ça c'est quelque chose, d'aimer beaucoup une œuvre avant que ça devienne un an de travail à temps plein, voire à double temps, et en ressortir en l'aimant toujours autant. Vous voyez, c'est par exemple comme une histoire d'amour, où vous êtes amoureux de quelqu'un, et vous passez de manière imposée 3 mois bloqués avec, comme dans un confinement, ou des vacances qui tournent mal, bloquées quelque part, parce que de tempête, etc. Si vous en ressortez toujours autant amoureux, c'est que décidément vous aimez beaucoup cette personne. Bon, Terre Samotra, c'est un peu pareil. Et alors ça c'est pour une œuvre, et pour un artiste ça change tout le temps. À une époque par exemple j'avais une passion pour Paolo Uccello. J'aime toujours beaucoup. Hein. Mais là récemment je me suis un peu échappé à Venise, parce que je travaillais tout l'été pour ce catalogue dont je vous parlais tout à l'heure. À un moment donné je me suis dit non. Et puis avant que tout ne se refiche peut-être, je me suis enfui à Venise. Et alors évidemment que je connaissais ce que je voyais, hein, parce que c'est pas la première fois que j'allais à Venise.
j'ai eu deux passions assez antinomiques. D'une part pour Bellini, parce que je dois dire que, non, évidemment Bellini, respect, mais c'est très bien Bellini, mais ça m'a jamais tant fasciné que ça. Et il y a eu deux moments, un moment à l'Académie, dans une petite salle que je ne connaissais pas comme ça, qui a été refaite. Alors là, je suis resté interdit devant 2 ou 3 pièces, ça a été un premier choc. Et puis, alors, en allant à San Zaccaria, il y a un retable qui m'a bouleversé. Et puis parce qu'en plus, il est complètement environné de toute une série de tableaux qui forment comme une maquetterie de tableaux autour. Et je n'étais jamais allé à San Zaccaria. Donc là, je me suis dit, cette fois-ci, j'y vais. Il y a plein de choses intéressantes à voir d'ailleurs dans cette église, mis à part Bellini. Et ça a été un peu un... Ouais. Il y a des moments comme ça, vous voyez, où vous passez d'un artiste à l'autre. Et paradoxalement, donc Bellini et le Tintoret, rien à voir. À Tintoret, c'est plus classique d'adorer ça d'une part, et d'autre part quand on va à Venise. Là, ça a été un autre effet d'étonnement. Alors là, j'allais retrouver les Tintorets. Je recherchais ça. Et d'abord, comme il n'y avait pas grand monde, la Scuola San Rocco à une demi-douzaine, c'est quand même merveilleux. Et je me suis rendu compte que ça faisait 7 ans que je n'étais pas allé à Venise, je crois. Je m'en souvenais et en même temps j'avais oublié des choses. C'est-à-dire que les échelles n'étaient pas les mêmes. J'ai été surpris par les 2 tableaux derrière l'hôtel à San Giorgio Maggiore. Je ne les voyais plus comme ça. J'étais encore plus surpris par la force de ceux de Santa Maria dell'Orto. Alors que j'ai habité 3 fois au même endroit, juste à côté. Pour moi, c'était l'église d'à côté. Donc j'allais revoir un décor familier. J'avais complètement oublié la puissance de ça. Donc du coup là récemment c'est plus Uccello, c'est deux choses très différentes, le Tintoret et Bellini. Mais là c'est parce que je ne vous parle que de peinture italienne. On pourrait parler d'autres choses. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre patience parce que je prétends toujours faire des réponses courtes et en fait vous savez c'est l'âge. Plus je vieillis et moins je suis synthétique.